Bonjour à tous, bonjour à toutes. Vous regardez une visio du SNADEOS FTC qui restitue l'enquête que le SNADEOS a lancée auprès des agents de direction concernant les proches aidants. Alors avant de détailler, dans le cadre de cette restitution, les résultats de cette enquête et de parler de la future négociation qui aura lieu à Lucans, je passe la parole à Madame Ogmar, chef de file de la négociation au titre du SNADEOS. Eh bien, bonjour à tous. Je suis donc Anne Ogmar. Je suis chef de file pour cette négociation avec Lucans et les collègues syndicalistes des autres confédérations. Et je suis également trésorière du SNADEOS. Je passe la parole à Monsieur Léonard Guimau. Oui, bonjour, je suis Léonard Guimau, secrétaire général du SNADEO CFTC et conseiller confédéral CFTC pour toutes les questions de protection sociale. Merci Léonard. Et quant à moi, donc Benoît Volkov, je suis président du SNADEO CFTC et sous-directeur de la CEPAM de la Savoie. Alors, je vous propose de démarrer donc notre visio, tout d'abord par quelques mots de présentation concernant cette enquête. Alors pourquoi cette enquête du SNADEOS CFTC auprès des agents de direction sur la question des aidants? La question de la conciliation vie personnelle et vie professionnelle est une question majeure, notamment pour le bien-être au travail de tous les salariés. Et pour les agents de direction, elle revêt une importance un peu particulière car au regard de leurs responsabilités, de leurs contraintes, la question de la conciliation est particulièrement aiguë. Et la question de l'aidance est une illustration de cette difficulté de concilier les contraintes que l'on peut avoir dans sa vie personnelle avec les obligations que l'on peut avoir dans sa vie professionnelle. Alors le SADEO, ça forme, on va dire, de ses idées humanistes, a souhaité, avant que débutent les négociations à Lucans sur le prochain accord aidant, je précise que l'accord actuel a été conclu en 2021 et s'arrête fin 2025. Le Stadéos, qui est un syndicat au service des agents de direction, a souhaité les sonder pour pouvoir avoir à la fois leur appréciation de leur réalité en tant que salariés aidants ou de leur idée, s'ils sont censés le devenir. Et puis, pour ceux notamment qui l'ont utilisé, qui sont donc aidants, une appréciation de la qualité des dispositifs de la cohérence actuelle en termes d'information, de connaissances et de satisfaction. Le SADEOS a également émis un certain nombre de propositions qui visent à améliorer la situation des agents de direction aidants, je devrais même dire de tous les salariés d'ailleurs aidants, et de permettre une meilleure conciliation entre donc leurs contraintes professionnelles et les exigences de cette situation d'aidant. Ces propositions ont été donc soumises lors de cette enquête auprès des ADD et nous verrons comment elles ont été reçues. Enfin, on fera un petit point sur le démarrage des négociations, hein, puisque nous sommes là le 16 octobre et qu'elles ont débuté depuis le 2 septembre. Nous ferons donc un point sur les premières réunions de négociation. Et puis, eh bien, nous terminerons avec un temps interactif de questions-réponses. Ça, c'est bon de le dire, le 16, mais pas dans l'enregistrement. Voilà. Vous pourrez, sur ce sujet de l'aidance, poser d'ailleurs toutes vos questions ou faire part de vos expériences sur l'adresse mail du SNADEOS qui vous sera communiquée à la fin de cette vision. Nous allons donc démarrer tout d'abord donc par les résultats donc, de cette enquête avec quelques chiffres pour pouvoir vous la présenter. C'est une enquête qui a été lancée au mois de mai, de mi-mai jusqu'à mi-juillet, donc 65 jours de consultation, 90 questions qui ont donc permis de pouvoir avoir une vue sur la situation des aidants, sur l'appréciation des dispositifs UCANS et sur l'accueil des propositions du SNADEOS. Alors, qu'est-ce qui ressort tout d'abord? Le sujet de l'aidant, c'est un sujet extrêmement important parce que d'ici 5 ans, il va toucher un salarié sur 4. Et les agents de direction ne sont pas étrangers à cette situation. Preuve de l'intérêt de ce sujet, près de 9% des agents de direction ont répondu à cette enquête.
très exactement 170 agents de direction, ce qui montre qu'elle est déjà significative. Bon score pour une enquête. En ce qui concerne le profil, Non, ça c'est chez moi maintenant. la passe la parole à Madame Bogart. Donc, le profil des répondants, on vous remercie déjà tous, parmi ceux-là qui êtes devant votre écran, si vous y avez répondu, merci d'avoir fait cet effort. En l'occurrence, ça nous permet non seulement d'avoir un bon taux de réponse, mais en plus, les réponses le fait est que vous avez répondu de manière assez représentative de l'ensemble de la structure sécurité sociale. C'est-à-dire que nous avons toutes les caisses et toutes les branches sont représentées à peu près de la bonne manière en poids, de même en âge et de même pour ce qui est du type de poste. Alors, il y a quand même un point sur lequel on voulait mettre un point d'attention, c'est que les sous-directeurs, sous-directrices sont un tout petit peu moins représentés qu'ils ne sont présents dans la, dans la, dans la branche, enfin dans la sécurité sociale, et des directeurs comptables et financiers un peu plus. Mais enfin, rien qui soit de nature à dénaturer ou à empêcher la lecture efficace des résultats. Ensuite, sur le profil des répondants, et c'est là que ça devient très intéressant, on a donc bon, une situation familiale assez classique, c'est-à-dire majoritairement des personnes en couple et ayant des enfants. Mais là où c'est en lien véritablement avec notre question, c'est la proportion d'ADD qui se considèrent comme aidants. Vous êtes 36% parmi les répondants à l'avoir indiqué, et c'est un point essentiel car comme on l'a dit, on imagine que 25% de la population le sera d'ici à 2030, mais ça veut dire que parmi les agents de direction, on est peut-être déjà au-delà de ce chiffre. Et que, alors, est-ce que c'est une spécificité de la sécurité sociale? Est-ce que c'est un point spécifique aux agents de direction? C'est pas évident de le dire, mais c'est un point important. Et ça démontre aussi que votre capacité à avoir une conscience de l'aidance est déjà là. Car c'est souvent là que c'est le plus compliqué, c'est de se reconnaître aidant. Et donc, parmi les 36%, donc la soixantaine d'ADD qui se sont reconnus comme aidants, il y a quand même des points saillants. C'est que, alors, majoritairement, euh, quand ils sont aidants d'une seule personne. Par contre, il n'est pas rare, puisque c'est presque un tiers, qui sont aidants de deux personnes, voire de quatre. Et ça, on imagine bien que le poids de ce fonctionnement est très important. Alors, et sur les personnes aidées, évidemment, c'est une évidence parce que tout le monde l'a en tête, c'est d'abord les aïeux. Ça, oui. Mais on oublie souvent qu'un enfant, un conjoint, un ami peut être touché par un souci de santé, transitoire ou pas, et là on va parler de handicap, qui fasse qu'il y a besoin d'aide. Et l'aide apportée, et là on se rend compte aussi du poids des aïeux dans la situation, elle est majoritairement administrative, elle est aussi sur la santé et sur la vie quotidienne. Alors, l'administratif, c'est quelque chose d'assez, entre guillemets, logique et en même temps quelque chose de sous-estimé en poids et en charge mentale, puisque ça signifie faire à distance un certain nombre de démarches au titre de l'aider et soit donc à distance parce on n'habite pas avec la personne, ça on y reviendra après, soit directement avec la personne. Et sur ce qui est de l'aide à la santé, et c'est là aussi qu'il y a un point important, qui est la prise de médicaments, ça c'est vraiment pour les personnes qui arrivent à être avec les personnes directement en mode de vie. Mais sinon, sur tout ce qui est prise de rendez-vous, accompagnement en visite, bah, ça signifie que c'est du temps que vous prenez sur votre vie personnelle, puisqu'en l'occurrence, ce sont sur des congés, sur des RTT, que vous êtes obligé de prendre du temps pour accompagner votre proche. Et sur la vie quotidienne, on parle de courses, on parle de préparation de repas, etc. C'est aussi très varié parce que bah, les courses, ça peut être aussi des achats par Internet pour livraison auprès de l'aider. C'est un point. Par contre, là où ça devient très intéressant, ce que vous nous avez répondu, c'est la fréquence de l'aide. La fréquence de l'aide, elle est très répartie de manière presque équivalente entre des aides ponctuelles, des aides hebdomadaires et donc le week-end et des aides quotidiennes. Et ça démontre bien que
pour l'aide quotidienne, on est sur des personnes qui vivent avec ou à proximité ou avec leur aidé. Et le volume d'aide apportée, il est non négligeable, surtout si on y ajoute le temps de transport. Parce que c'est aussi une des spécificités d'être agent de direction, c'est qu'on bouge souvent. On est rarement, ça arrive, hein, mais dans la région dans laquelle on a grandi ou dans la région de ses parents, de son frère, de sa sœur. Donc, ça signifie que pour aller aider, il y a un temps de transport. Et celui-ci, quand on l'indique, on se rend compte qu'il est, si on prend au-dessus d'une heure, au-dessus d'une heure, aller. Ça veut dire plus de 2 heures aller-retour pour plus de la moitié des ADD aidants. C'est quand même important et ça, il faut le rajouter, autant donné à l'aidance elle-même qui est le volume d'aide apportée. Et donc, bah, voilà, pour quelqu'un qui est au quotidien, bah, c'est entre 1 heure et 2 heures par jour, minimum, enfin, parce que et donc c'est très lourd et c'est voire plus de temps que cela. Et lorsque l'aide est ponctuelle, elle est évidemment un peu plus importante aussi, puisque quand on y va plus longtemps et on y fait plus de choses, puisque ce n'est pas quotidien. Alors, l'impact de l'aidant sur la vie professionnelle, vous l'avez tous indiqué, c'est que ça a un impact sur votre vie professionnelle et votre carrière. Que vous l'ayez totalement vécu, mais en tout cas, vous en avez cette intime conviction. Et sur l'impact identifié à titre personnel et professionnel, c'est une fatigue physique, mentale, c'est du stress, de l'anxiété et de la difficulté à concilier les horaires. Ce qui démontre bien qu'on peut être ADD, on peut être assez flexible sur nos horaires. Néanmoins, bah, avec les responsabilités que chacun détient, les obligations de représentation et les obligations d'être à certaines réunions, etc., bah, les horaires, c'est parfois pas simple à concilier avec la situation des danses qui est soit du quotidien et il faut arriver à s'organiser, mais il y a en plus, et on le sait, sur les aidants, eh ben, le fait de devoir répondre en urgence à certaines situations, de devoir se libérer, parfois en urgence, c'est-à-dire dans la journée, ou dans une urgence relative, c'est dans la semaine, mais néanmoins, ça a un impact sur notre vie professionnelle. Et là, je passe Alors, la parole à nous, Benoît. nous avons donc vu un petit peu comment les agents de direction qui sont déjà en situation d'aidance vivent cette situation. Mais vous avez vu que la majorité pour l'instant des ADD ne sont pas aidants, ce qui n'empêche pas de se préoccuper de ce sujet. Ce n'est pas parce qu'ils ne le sont pas maintenant qu'ils ne le seront pas à l'avenir. Et en fait, c'est ce que cette enquête montre, puisque 9 ADD sur 10 se disent vraiment concernés par le sujet, même si dans un premier temps, ils ne sont pas aidants. Ce qui montre l'importance de ce sujet sur le long terme. On le voit très clairement. Pratiquement, vous voyez, 40% savent que très certainement ils le seront, 47% que c'est possible. Donc, on va dire quelque part que c'est quelque chose de plus ou moins programmé. Alors, si ils sont amenés à devoir aider un proche, qui sera ce proche? Bah, majoritairement un parent, un aïeul, un grand-père, un parent. Donc, une personne effectivement qui est en perte d'autonomie, en cours de vieillissement. Mais ça peut être aussi potentiellement, on le voit, un conjoint. Alors, quelles seraient les aides dont ils pourraient avoir besoin? Et en fait, on voit que ça rejoint assez bien les attentes déjà des ADD aidants. C'est d'abord des aides en matière de gestion administrative, sur toutes les formalités que recouvrent les danses, que ce soit effectivement les relations avec les organismes, avec les structures, la gestion des comptes. C'est aussi l'aide à la vie quotidienne de la personne qui doit être aidée, hein, à travers les tâches domestiques, qu'il s'agisse d'entretien, de repas. Euh, c'est également l'aide à la santé, hein, puisque, il s'agit de suivre les prises de médicaments, les accompagner lors des visites médicales. Et également, et c'est pas négligeable pour une majorité d'ADD, d'assurer une compagnie qui contribue, on va dire, à la bonne santé psychologique de la personne aidée qui est donc moins seule. Pour les ADD, et c'est ce que disait tout à l'heure Anne, la distance géographique aura un impact, hein, pour pratiquement, oui, 86% des ADD, ce qui n'est pas étonnant compte tenu du fait effectivement que nous exerçons généralement nos métiers pas forcément à côté de nos parents. L'inquiétude, elle est réelle, elle est bien sûr personnelle, mais elle est aussi professionnelle, hein.
Le fait de devenir aidant inquiète 7 ADD sur 10. Et 8 ADD sur 10 estiment que cela aura un impact négatif sur leur vie professionnelle, mais aussi sur leur carrière. Alors, en quoi cela pourrait avoir un impact? Le principal impact, déjà, c'est de générer une fatigue physique et mentale pour oui, 87% des agents. La difficulté de concilier les horaires, le stress et l'anxiété qui seront forcément accrus, sans compter les risques de retard et d'absence. Ce sont, on va dire, les principaux risques que cette situation des dents pourrait générer. Et on voit que ce sujet de l'aidance et que les exigences qu'auront les aidants renvoient à une autre question tout aussi fondamentale qui est celle de la santé mentale, de la fatigue, du stress, qui est un phénomène qui se développe. Et on voit que la mauvaise prise en compte de la situation de l'aidance, eh bien, risque de générer des difficultés en matière de santé mentale et de bien-être au travail. Donc, assurer une meilleure aide aux personnes qui vont devoir aider leurs proches aura aussi un impact non négligeable sur leur santé et leurs conditions de travail. Alors, quel type de soutien les ADD pensent nécessaire? Bah, je jouais principalement sur une flexibilité accrue en matière d'horaire de travail, sur une meilleure connaissance également des dispositifs, d'avoir un meilleur accompagnement sur les activités administratives. On est donc principalement, on voit la dimension temps, aménagement du temps domine. À la question sur, on va dire, la sensibilisation de l'employeur à cette situation, eh bien pour l'instant, pour 3 ADD sur 4, ils estiment que leur employeur ne les a pas suffisamment sensibilisés sur ce sujet. Alors, avant même de continuer, Benoît, je vais juste faire un aparté, qui est que ce qui est intéressant entre les ADD aidants et les ADD non aidants, c'est que ils ont les mêmes perceptions de ce qui est, de ce qui va leur arriver ou de ce qui leur arrive en termes de fatigue, etc. En revanche, le poids donné à certains éléments est différent chez les non aidants, et on voit bien qu'en fait, ça démarque aussi une inquiétude et que avoir un protocole qui prendra en compte le fait qu'il y a une inquiétude sur est-ce que je vais pouvoir bien mener ma mission, est-ce que j'aurai des horaires qui correspondent, même si c'est pas si prégnant que ça quand on est au quotidien, même si ça correspond quand même à 6 sur 10, bah aujourd'hui, ça devient une question importante, d'où l'importance de voir le protocole d'accord actuel. Et voilà, je te redonne la parole, Benoît. Alors, nous avons pu donc voir quelle est la situation aidant et quelles sont les perceptions à la fois des ADD en situation de proches aidants et ceux qui pourraient le devenir. Nous allons maintenant analyser la perception que les ADD ont de l'accord UCANS actuel. Car d'autres branches s'est doté en 2021 d'un accord qui est assez ambitieux, qui se veut assez complet et diversifié. Un accord qui doit être négocié. Donc est venue l'heure du bilan. Alors tout d'abord, quelle connaissance les ADD, qu'ils soient aidants ou pas aidants, ont de cet accord? Alors globalement, il y a une connaissance relativement large pour la moitié des ADD. Avec néanmoins un chiffre important, 42, donc 4 ADD sur 10, ne connaissent pas du tout ce dispositif, qui, je le rappelle, date de 2021. Hein, nous en sommes à la quatrième année. Sur le regard, globalement, des mesures, les ADD trouvent que ces mesures sont satisfaisantes, hein, pour près de 2 tiers des ADD. Par contre, la communication de l'employeur sur le sujet, et quand on parle d'employeur, c'est aussi bien l'UCANS que les organismes, et par contre jugé très insatisfaisant, puisque c'est à peu près 2 tiers des ADD qui déplorent ce manque de communication. Incontestablement, c'est un plébiscite, hein, la quasi-totalité des ADD estime indispensable que des aides et des aménagements donc soient proposés aux agents. Et nous allons, après cette appréciation très globale, voir comment les ADD utilisent
et apprécie les dispositifs de l'actuel accord ECAN. Si je passe la parole à Anne. Alors, donc là, comme on est sur l'utilisation du dispositif actuel, ce sont bien les ADD qui se sont exprimés en tant que proches aidants qui ont pu donner leur avis. Donc, il y a plusieurs éléments dans le protocole actuel, dont l'un est une plateforme numérique d'information et de conseil. Et alors, elle est absolument méconnue, puisque il y a 28%, enfin, c'est énorme, de gens qui ne savaient même pas que ça existait parmi les proches aidants. C'est là, on n'est pas sur la totalité des ADD qui ne sont pris par d'autres choses et pas concernés. On est sur 28% des ADD qui sont proches aidants aujourd'hui. Donc c'est énorme. Et en l'occurrence, et parmi eux, et 61% ne l'a pas utilisé. Alors, tout ça est à réinterroger, hein, et c'est ce qu'on fait aussi avec Lucans. Donc la cellule d'écoute nationale, alors là, on est sur plus d'un tiers des agents aidants ignoraient son existence. Donc c'est voilà, et c'est dommage parce que ceux qui l'ont utilisé l'ont trouvé utile. Donc c'est bien qu'il y a quelque chose qui ne va vraiment pas en fait dans la connaissance du protocole. Et le recours à l'autodiagnostic, évidemment, beaucoup ne connaissaient pas son existence. Alors, 43%, c'est énorme. En revanche, en même temps, quand on se dit déjà proche aidant, le recours à l'outil d'autodiagnostic, on n'en a pas besoin. On s'est déjà reconnu aidant et je dirais qu'il a loupé sa cible, ce dispositif, parce que l'autodiagnostic, il est pour les personnes, selon moi, hein, qui sont en situation d'aidance mais ne se reconnaissent pas encore comme aidants. C'est-à-dire qu'ils considèrent qu'ils font juste leur boulot, entre guillemets, de parents ou d'enfants ou de frères et sœurs avec l'aide qu'on doit à sa famille. Eh bien non, 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 c'est bien plus que ça, les danses. Justement, on n'est pas sur le coup de main, on est sur quelque chose de beaucoup plus systématique, de beaucoup plus en charge mentale, de beaucoup plus élevé. Et donc, non, il faut arriver à reconnaître sa situation d'aidance. Et donc, c'est pour ça que l'outil d'autodiagnostic est un bon outil, mais il passe à côté de sa cible. Sur les utilisations de paniers de services, c'était un des éléments importants du protocole d'accord actuel. Il est bah pareil, on a quand même 45% des aidants d'aujourd'hui qui ne savaient pas qu'il existait. Voilà. Bon, je ne vais pas vous le dire tout au long de ça. En fait, on a un vrai problème de communication. Par contre, euh, l'offre correspond bien aux besoins, en tout cas assez bien aux besoins. Et puis ceux qui n'en ont pas bénéficié, parmi ceux qui le connaissaient, bah, c'est parce que parfois, entre le moment où on demande, le moment où on met en place les éléments et le moment où on en dispose enfin, bah, la situation a pu changer, soit positivement, soit négativement. C'est-à-dire positivement, la personne va mieux et on n'est plus dans la même situation d'aidance profonde, soit bah, la personne est décédée, donc tout ceci est totalement caduque ou a été mise en établissement et les situations ont évolué. Alors, les services du panier le plus utilisé chez les ADD aidants aujourd'hui, en fait, c'est majoritairement des, des, des éléments qui sont à la faveur de l'aider, c'est-à-dire du jardinage chez l'aidé, des heures d'aide au domicile de l'aidé. Alors, il y avait aussi une heure d'auxiliaire de vie, une heure de garde d'enfant. Ce sont des points importants, mais ça démontre aussi une chose, c'est que bah, c'est la prise en charge d'éléments qui ont pu être mis en place avant même que les dents se soient reconnues, et parce que ça faisait partie des premiers éléments que la personne n'arrivait plus à réaliser. Et quand la satisfaction, quand au volume d'heures mis à disposition, on est sur 50-50, parce que euh, 50% nous disent quand même qu'il n'est pas suffisant du tout, et puis 50% nous disent qu'il mériterait d'être augmenté. Donc, grosso modo, il en faudrait quand même plus. Et puis, et là, nous, ça nous embête beaucoup plus, c'est-à-dire que sur l'idée qui a été mise en œuvre, c'est-à-dire la pertinence, l'utilité des services, on est à une bonne note, hein, 3,5. Mais si on vient à la slide précédente, la qualité n'est pas au rendez-vous. C'est-à-dire que ça répond, mais ça ne correspond pas à ce qui est attendu. Et pour une raison simple, en fait, c'est aujourd'hui que les entreprises d'aide, de services à la personne, etc., peinent à recruter.
et on ne trouve pas forcément le personnel dont on a besoin et la qualité de la prestation n'est hélas pas souvent au rendez-vous. Alors, sur les services du panier jugés les moins utiles, alors, beaucoup pensent que tout est utile. Sinon, c'est l'heure du petit jardinage et le bilan téléphonique par un ergothérapeute et les heures de période de garde d'enfants. Ça, c'est ce qui requiert plus de 20%. Alors, la façon dont on analyse cette situation, c'est qu'effectivement, ce sont des choses qui sont déjà mises en œuvre. C'est toujours bien d'avoir un soutien financier sur ces questions, mais en fait, on n'a pas besoin du protocole d'accord pour mettre en œuvre ces éléments-là, puisque ça fait parfois doublon avec des prestations dont les mairies, les centres communaux d'action sociale, euh, voire certaines associations que ces services-là proposent. Par contre, on a eu, nous, l'idée enfin, qu'il y avait besoin d'un panier de services pour les aidants, parce que tout le temps qui est passé à aider est du temps qu'on ne passe pas à sa propre gestion personnelle de son logement et de plein de choses. Et donc, ont été vraiment considérés comme intéressants les heures d'aide à domicile pour les dents et la prise en charge d'une aide psychologique pour les dents. Et là, c'est un point important parce que ça démontre aussi que l'idée de santé mentale et de l'impact de l'aidant sur la santé mentale commence à être intégrée par chacun de vous. Et c'est essentiel. Ensuite, sur des points de complément de rémunération de la part de l'employeur, alors là, 93% ne savaient même pas qu'ils pouvaient en bénéficier. C'est quand même dommage. De même, sur les aménagements de temps et de travail, ben voilà, on a trop peu d'ADD informés. Euh, et en fait, comme un certain nombre des proches aidants actuels n'a pas obtenu d'aménagement de temps, ben, ils ont même pas obtenu non plus d'autorisation d'absence non rémunérée. Euh, donc, c'est vrai que c'est compliqué. Ça veut dire que vous prenez, que nous prenons forcément sur nos congés et nos temps personnels. Euh, et le temps partiel, euh, le- beaucoup ne l'envisageaient même pas parce que ne sachant pas qu'ils pouvaient être concernés. Et, euh, et puis d'autres enfin, 64% considéraient pardon, qu'ils ne connaissaient pas ce dispositif. Donc c'est quand même, il y a vraiment des gros points à revoir. Alors chez les ADD non aidants, alors on est sur les mêmes chiffres hein, enfin sur les mêmes chiffres, en tout cas sur les mêmes contenus, sur les dispositifs nécessaires. On l'a évoqué tout à l'heure sur le fait que ce qui apparaissait comme étant très utile à venir, c'est l'aménagement de temps. Un panier de services aidants, un outil d'autodiagnostic pour orienter vers les dispositifs. Parce que c'est ça aussi, aujourd'hui, l'autodiagnostic, il ne va pas assez loin. Et puis, euh, la retraite progressive ou un dispositif d'aménagement de fin de carrière pour s'occuper d'un proche. Et en fait, quand on a cette réflexion-là, c'est qu'on est soit sur un aïeul, soit sur un conjoint qui est en difficulté sanitaire. Euh, on l'a évoqué, les services et les prestations jugées utiles sont les mêmes que pour les proches aidants. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que la vision reste partagée. Et sur le panier de services les moins utiles, c'est exactement les mêmes éléments qui remontent. Et donc tout ça nous a amené à faire des propositions et à vous en soumettre quelques-unes. Merci Anne. Alors effectivement, le SNADEOS a émis un certain nombre de propositions qu'il a soumis aux ADD à l'occasion de cette enquête. Et avant de regarder les détails, ce qui ressort, c'est que nos réflexions ont bien, si je puis dire, collé avec les attentes des agents de direction. Et elles sont majoritairement reconnues, appréciées, pour certaines même plébiscitées. Alors, il y a, ces propositions portent sur trois aspects principaux. Donner aux agents de direction une plus grande disponibilité, donc donner du temps pour pouvoir s'occuper de leurs proches. Deuxièmement, de pouvoir avoir des facilités d'aménagement du temps, hein, continuer à travailler, on va dire quasi normalement, tout en pouvant aider leurs proches. Et puis, un troisième point, euh,
concernant ces propositions porte sur le soutien financier, l'accompagnement financier, l'idée étant que cette disponibilité accrue vis-à-vis des proches aidants ne doit pas aller à l'encontre de la rémunération, de la carrière, du pouvoir d'achat et des droits ultérieurs à la retraite et ne doit donc pas pénaliser les agents de direction. Alors, première proposition, d'abord, il s'agit de donner plus de temps, plus de disponibilité. Alors comment? Nous avons là-dessus plusieurs propositions. La principale, c'est le compte épargne-temps aidant. On va l'appeler le CETA, un compte épargne-temps spécifique. Notre institution est régie déjà par un accord sur le compte épargne-temps, qui est un accord qui est plafonné, avec des règles dans l'utilisation et dans l'alimentation. Bon, vous voyez que la situation des aidants, d'abord, et ça c'est un point sensible, il n'y a pas une situation typique et unique. Il y a plusieurs situations d'aidants, selon la personne que l'on aide, selon la durée, selon la situation. Euh, Aider un aïeul qui est quasiment en fin de vie, c'est pas la même chose que aider un enfant handicapé ou un conjoint également malade. Donc, les dispositifs doivent s'adapter à cela. Alors, qu'est-ce que nous proposons très concrètement? C'est donner plus de souplesse au compte épargne-temps pour les aidants. C'est-à-dire d'abord déplafonner, ne pas être soumis à cette limite de 60 jours. Et dans la prise de ce congé, également être beaucoup plus souple, c'est-à-dire que dès les premiers jours épargnés, ce compte peut être utilisé. Cette proposition, plus de 8 agents sur 10 la plébiscite. Alors, il ne s'agit pas que ce compte épargne-temps se fasse sans contrôle. Il y a bien sûr des délais de prévenance et toute une organisation à soumettre. En tout cas, cette proposition illustre bien les propositions du SNADEO, c'est-à-dire des propositions responsables qui améliorent la vie des gens sans forcément être coûteuses. Car la question de l'alimentation de ce compte, il serait assuré principalement par les jours de congé qui dépassent le congé principal, par des jours RTT, par la prime d'intéressement qui pourrait être convertie donc en temps. Et ça, vous voyez, trois quarts des ADD y souscrivent volontiers. Et éventuellement, toujours sur la base du volontariat, hein, c'est par la transformation du 13e ou du 14e mois. Et 6 ADD sur 10, effectivement, seraient assez d'accord, sans compter bien sûr le dispositif des dons entre salariés. Le deuxième dispositif, c'est de reconnaître un droit au repos pour le salarié aidant, un droit qui serait assuré par son employeur. Parce que prendre des congés pour aider un proche, c'est pas du repos. C'est contraignant, c'est particulièrement parfois épuisant. Et l'employeur peut peut-être avoir tout intérêt à ce que l'agent de direction, mais même n'importe quel autre salarié, puisse un petit peu couper, puisse un petit peu se reposer. C'est pour ça que l'idée, c'est de façon raisonnable et limitée, d'abonder à hauteur de 10% les congés pris par l'agent de direction. Très concrètement, un agent de direction qui va prendre 10 jours de congé ou 10 jours de RTT pour aider un proche pourra bénéficier d'une journée, entre guillemets, donnée par son employeur pour pouvoir, on va dire, souffler. Troisième disposition également qui donne un peu plus de temps, c'est de reconnaître un véritable congé aidant, c'est-à-dire une autorisation d'absence, plus exactement, à l'image de ce qui se fait pour le congé enfant malade. L'idée serait, bien sûr, avec une prévenance, avec une organisation, avec, bien sûr, autorisation, de reconnaître un volume de 3 jours par an qui serait utilisé, notamment pour tout ce qui touche aux formalités administratives. On a vu que c'était un point important au niveau des besoins pour les ADD qui seront aidants. Et donc là, 9 ADD sur 10, vous voyez, plébiscite cette proposition. Ça, c'était les propositions concernant la disponibilité, c'est-à-dire donner plus de temps. Euh, Notre souci, hein, à travers ça aussi, est d'éviter de générer un absentéisme excessif à cause de la situation des danses. Le compte épargne-temps ne rajoute pas de congés supplémentaires. Quant aux deux autres dispositifs, ils sont relativement limités. Le point peut-être un point important touche à l'aménagement
des conditions et du temps de travail. Très concrètement, il s'agit de faire en sorte que l'agent de direction, surtout au regard de ses responsabilités, il ne peut pas forcément s'absenter, mais de mieux concilier à la fois ses responsabilités d'agent de direction avec toutes les obligations qui lui incombent et avec les exigences et les contraintes de l'aidance. Pour ça, il y a plusieurs outils. D'abord, le télétravail. Nous avons un protocole qui existe, qui limite pour tous les salariés, y compris pour les ADD, le télétravail. Alors, les ADD, généralement, sont au forfait, un forfait équivalent à un, voire 2 jours, on va dire, pour l'essentiel. Là, l'idée serait vraiment pour les agents de direction qui seraient en situation d'aidance, de pouvoir bénéficier d'un télétravail ponctuel, temporaire, qui pourrait aller au-delà de la journée ou de la deuxième journée de télétravail. Pourquoi pas 3, 4, voire 5 jours, hein, si vraiment on est dans une situation qui pourrait, entre guillemets, le justifier. Et là-dessus, on voit que cette proposition recueille une large acceptation de la part des ADD, pratiquement 9 sur 10. Alors, au-delà de la durée du télétravail, il y a aussi la modalité du télétravail qui peut aussi être facilitatrice. Et là, l'idée serait de permettre à l'ADD de télétravailler dans 2 adresses différentes. Alors, ça existe dans un certain nombre de protocoles, mais notamment de pouvoir le reconnaître auprès du domicile du proche aidé, de façon à ce qu'il soit beaucoup plus, façon de parler, proche de cette personne. Ensuite, cela aussi peut se faire donc avec une durée plus importante. Vous voyez que 78% des AZD y souscrivent volontiers. Travailler dans une autre caisse, qui serait par exemple une caisse, mais même si elle n'est pas de la même branche du lieu où se trouve la personne à aider. Et puis donc des modalités de télétravail qui peuvent être vraiment très 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 courtes, hein, sur une très courte durée. Mais on pourrait malheureusement, par exemple, imaginer cela quand la personne vraiment est en fin de vie, par exemple. Donc, ces dispositions pourraient enrichir l'accord de branche et les accords locaux. Il y a ensuite, outre le télétravail, je dirais le simple aménagement d'horaire, c'est-à-dire cette possibilité de pouvoir s'absenter temporairement, y compris pendant, si je puis dire, les heures de bureau. On disait si on était en horaire variable, on parlerait des plages fixes, en sachant que les ADD sont pour la plupart au forfait disposent bien sûr d'une autonomie, mais il est clair que les formalités, ça se fait pendant les heures du bureau et nécessite donc de s'absenter. Les aménagements jugés les plus utiles, notamment pour ne pas pénaliser financièrement les ADD et les obliger à prendre un temps partiel qu'ils ne voudraient pas, portent sur la semaine de 4 jours, c'est-à-dire une semaine de temps plein qui se ferait sur 4 jours. Près de 7 ADD sur 10 sont désireux que ce dispositif puisse exister. Les aménagements d'horaires variables, j'en parlais, sont aussi reconnus, et puis pour des possibilités de temps partiel particulièrement adaptées, également pour près de 6 ADD sur 10. Nous avons vu donc que nos propositions portent sur plus de disponibilité, un meilleur aménagement plus flexible et adapté, et puis la question du soutien financier significatif avec un I auprès des agents en situation d'aidance est également nécessaire. Alors, elle ne se pose pas forcément de la même façon, hein, d'autres catégories de salariés la trouveraient encore plus prégnante. Néanmoins, cet aménagement donc, est reconnu par plus de 3 ADD sur 4. Quelle forme pourrait-il prendre? La principale forme, elle n'est pas forcément immédiate, elle est surtout de garantir les droits à la retraite, puisque un certain nombre d'ADD peuvent être amenés à devoir recourir à un temps partiel pour aider un proche. Et il souhaiterait, comme ça déjà existe dans des dispositions RSE, euh, béni- par rapport au départ à la retraite, continuer à avoir une cotisation sur une base temps plein pour leur cotisation de retraite complémentaire, par donc une participation de l'employeur. Des autorisations d'absence existent et des possibilités de s'en existent dans l'accord actuel. L'idée serait, sont limitées, hein, plafonnées dans leur durée. L'idée serait de pouvoir augmenter cette durée, y compris de façon dégressive. Ça fait partie donc de ces propositions. Et puis nous avons soumis une idée qui serait, et si on crée une cotisation de prévoyance aidant? Alors l'idée n'est pas
de créer une nouvelle cotisation et d'alourdir les cotisations salariales ou patronales, c'est un débat, mais de se dire que peut-être parmi toutes les cotisations que nous payons, et on pense notamment à la prévoyance, hein, puisque les salariés payent 0,72% de cotisation et l'employeur à 80%, peut-être de réserver une petite partie pour les dents, pour pouvoir financer les services, pour pouvoir peut-être financer ces compléments de rémunération qui pourraient être souhaités. Et l'idée de cette cotisation, entre guillemets, prévoyance aidant, est jugée intéressante par une majorité d'agents de direction, pratiquement les deux tiers. Voilà donc ces propositions. Puisque nous sommes responsables, nous avons également cherché à les chiffrer pour les rendre tout à fait réalisables. Et je passe la parole à Anne. Merci Benoît. Donc, vous vous rendrez compte, parce que lorsque vous aurez l'ensemble du document, que nous avons chiffré plus de propositions que celles que nous avions soumises à l'enquête. On ne pouvait pas tout vous soumettre, mais je vais vous en évoquer quelques-unes, parce qu'il y a des éléments qui, pour nous, sont des points qui permettent que ça se passe mieux et qu'on évite de la désinsertion professionnelle quand on est obligé de s'absenter au long cours, ce genre de choses. Donc, déjà, c'est d'avoir un entretien professionnel annuel spécifique aidant avec le RH, le référent santé, alors ça c'est pour les salariés, mais avec son directeur général pour les ADD. Et ça, c'est un point essentiel. Alors évidemment, ça signifie former les interlocuteurs, mais c'est, entre guillemets, je vais le dire de façon un peu crue, c'est peanuts dans l'ensemble de la politique de formation d'une caisse. Euh, et puis renforcer l'accompagnement personnalisé du salarié aidé. Euh, Parce que derrière, c'est faire en sorte que la personne revienne et soit accompagnée tout au long de sa vie d'aidé, parce que c'est quand même un point, d'aidant, pardon, excusez-moi, parce que c'est un point quand même essentiel. Parmi les autres mesures en termes d'aide financière, on l'a évoqué, hein, c'est pas l'élément le plus prégnant des réponses qui nous ont été faites, euh, mais néanmoins, ça fait partie des points et on a chiffré tout ça. Et un point essentiel, c'est que, parce que ça a été évoqué par les proches aidants et ceux qui vont le devenir, c'est le fait que ça a un impact sur leur vie professionnelle et leur carrière. Et on aimerait, nous, qu'il y ait une assurance, enfin une garantie d'évolution de rémunération du salarié qui est contraint d'aider un proche sur le modèle de l'absence maternité. Voilà, ça nous paraît essentiel. C'est pas extrêmement lourd à gérer, ça ne crée pas de nouvelles dépenses. C'est juste une façon de flécher différemment. Euh, et puis ensuite, je vais vous donner un autre exemple qui est, euh, je vais prendre le renforcement du panier de services. Donc on avait dit on veut renforcer le panier de services aidé, mais on veut créer le panier de services aidant. Ben, tout cela, certes, ça a un coût, mais qui est prévu dans le dispositif, puisque la prise en charge financière est faite par la CAPSA. Donc ce n'est pas de l'argent qui sort des caisses, ce n'est pas de l'argent qui serait pris sur une masse salariale, et on sait combien c'est contraint. Donc aujourd'hui, ce sont des éléments qui sont tout à fait envisageables, dont le coût, certes, est à regarder de façon plus fine pour voir jusqu'où on va dans les paniers, mais il y a les moyens aujourd'hui dans ce qui est prévu comme euh, prise en charge, enfin comme fléchage CAPSA, de prendre en charge un nouveau panier et une revalorisation du panier existant. Voilà, c'était pour... et sur les congés, ben, on l'a évoqué, pas mal d'éléments, ça demande de la gestion, mais ça ne demande absolument pas d'argent, puisque ce sont des congés que vous avez acquis, qui sont juste utilisés différemment, hormis pour le congé qu'on évoquait, le congé aidant sur le modèle du congé enfant malade. Et puis après, il reste tout ce qui est la stratégie à avoir envers la communication. Et il faut avoir une véritable stratégie aidant. Et donc là, faciliter la mobilité professionnelle aussi, on le sait, c'est ne pas avoir d'impact sur la carrière, c'est aussi vous permettre à un proche aidant
de voir à se rapprocher, si c'est son souhait, hein, de l'aider dans sa carrière, c'est-à-dire de rejoindre une autre caisse, voire une autre branche pour se rapprocher et l'aider dans cette démarche. Voilà. Ce ne sont là que quelques éléments, mais de la même manière, tout ceci sont des facilitations qui n'ont aucun coût spécifique pour les caisses. Et donc tout Merci ça, on passe à Yann. la Alors, négociation. au regard de, voilà, de cette enquête, on arrive au bout de cette restitution proprement parler. Donc j'ai un peu envie de dire qu'est-ce qu'on en fait de cela. Euh, Nous avons lancé cette enquête donc en prévision de la négociation. Cette négociation, où en est-elle? Elle a démarré le 2 septembre avec une première réunion le 2 septembre, une deuxième le 16, une troisième est prévue le 21 octobre. Les deux premières réunions qui ont lieu en septembre ont servi uniquement, sur la base d'un bilan réalisé par Lucans, à dresser un certain nombre d'enseignements sur le dispositif actuel. Et nous sommes assez satisfaits de constater que les conclusions que Lucans tire de cette analyse rejoignent totalement celles de notre enquête. C'est-à-dire que l'idée force, c'est que les dispositions sont plutôt appréciées, sont plutôt de qualité, et d'ailleurs un certain nombre de partenaires extérieurs le reconnaissent eux-mêmes, mais elles sont très peu utilisées, parce que très peu connues, et que le relais est, on va dire, mal assuré par l'employeur. Alors après, l'employeur, ça peut être au niveau des caisses de l'occurrence, des caisses nationales ou des organismes locaux. Donc il y a une vraie question en la matière avant de voir les dispositions, c'est effectivement d'en assurer la formation. Euh, pour l'instant, le contour du prochain accord n'ont pas encore été abordés. Ça le sera sans doute à partir d'octobre. Et c'est dans cette perspective-là, pour avoir un temps de négociation, que Lucans a proposé de prolonger d'un an l'accord actuel qui devait s'arrêter au 31 décembre 2025, de le prolonger jusqu'au 31 décembre 2026. Donc un accord, un avenant de prolongation a été signé, notamment signé par le SNADEOS, et donc va pouvoir s'appliquer, ce qui va nous donner le temps de la négociation, le temps de formuler nos propositions, de les examiner. La négociation devrait durer jusqu'à la fin du premier trimestre 2026. Elle portera bien sûr sur donc les dispositions que l'on a pu voir en termes de panier de services, d'aménagement de temps de travail, d'accompagnement financier. Mais pour être mise en œuvre, cet accord aidant nécessite aussi le recours à des opérateurs. Parce que notamment le dispositif lié au panier ou les dispositifs d'orientation et d'information sont le fait de structures entre guillemets spécialisées pour partie dans les danses. Donc il y aura une consultation à partir d'un cahier des charges et d'une assistance également maîtrise d'œuvre pour pouvoir choisir les opérateurs. Il y a actuellement un groupement de 3 opérateurs qui assurent la mise en œuvre de ce dispositif. Eh bien, une nouvelle consultation sera lancée pour que le dispositif soit pleinement opérationnel à partir de janvier 27. Alors, nous avons, dans le cadre de cette négociation, cherché aussi à faire connaître notre dispositif UCANS et notamment les enseignements de cette enquête au-delà du cercle de l'UCANS. Au niveau du SNADEOS, nous avons la particularité d'avoir un certain nombre de membres qui siègent, qui sont administrateurs, par exemple, à la CAPSA. Je reviendrai dans un instant sur la CAPSA, le rôle majeur de la CAPSA, mais également dans des structures comme l'OCIRP, qui s'occupent particulièrement des aidants. Nous sommes également avec des partenaires, notamment, je pense à Clésia, qui interviennent aussi sur ce sujet. Et nous avons pu, à travers différentes tables rondes et différents contacts, pu évoquer le dispositif de Lucans et les enjeux à venir. Alors, concernant la CAPSA, et là c'est un point important. D'abord, je pense qu'on doit, j'allais dire, rendre hommage à la CAPSA de contribuer financièrement à ce dispositif. La CAPSA met 3% des cotisations au service de cet accord aidant. Ce qui apparaît déjà dans le bilan, on a pu le voir, c'est une sous-utilisation, y compris financière. Le dispositif est peu connu, peu utilisé,
Donc, très clairement, une minorité des 3% de cotisation sont utilisées. Et quand elles sont utilisées d'ailleurs, c'est plus pour payer des frais de fonctionnement des opérateurs actuels que pour payer des services, ce qui pose quand même quelques questions. Donc, il y a des marges financières indéniables qui se sont cumulées avec le temps. Et nous allons travailler, ça fera partie d'un premier élément de négociation, de proposer dès 2026 un dispositif adapté, personnalisé et très important de formation et de sensibilisation sur cette question de l'aidance et sur le dispositif UCANS auprès des agents de direction, des managers, des salariés. Et pour ça, nous avons des opérateurs qui sont tout à fait prêts à le faire. Je pense à l'Institut 4.10, hein, qui est l'opérateur de formation d'institution, qui, avec notamment l'OCIRP, a développé une formation tout à fait adaptée, clé en main, qui pourrait être dispensée. Donc nous allons bien sûr militer pour que cette formation soit assez rapidement mise en œuvre. Et d'ailleurs, dans l'accord, chose qui ne figure pas, il faudra qu'il y ait un volet formation permanent pour justement pouvoir améliorer cette sensibilisation et donc une meilleure utilisation du dispositif. Donc, sur cette négociation, bien sûr, je ne peux que vous encourager à suivre les publications régulières que le Stadios fera sur le réseau social LinkedIn, très prochainement sur nos vecteurs de communication que sera notre site internet et notre newsletter, sachant aussi que par le biais de notre adresse mail, vous pourrez, de façon très interactive, si vous le souhaitez, faire remonter vos expériences, vos propositions, et que nous assurions en permanence un relais d'information sur cette négociation, parce que on est là pour négocier un dispositif qui est votre dispositif, hein, c'est pour vous, et il s'agit effectivement qu'il colle à la réalité de vos besoins. Alors, comme le disait Benoît, on a effectivement en avant-première, parce qu'il n'est pas encore tout à fait sorti, le prochain site internet du SNADEOS, on vous serez informé hein, de sa mise en place et de sa disponibilité. Et c'est important parce que c'est un nouveau site plus attractif et plus facile à lire, et sur lequel vous retrouverez l'ensemble des informations que nous partageons avec vous de différentes manières, mais vous retrouverez aussi évidemment tout ce qui concerne les aidants. Vous retrouverez aussi, pour ceux qui y avaient participé, l'enquête qui avait été réalisée l'année dernière et l'outil que nous avions réalisé sur euh, je ne vais pas y arriver, sur notre convention collective, pardon. Donc voilà, on est vraiment là-dessus. N'hésitez pas, c'est vraiment un point. Dès que c'est mis en œuvre, on vous en informe tout de suite et vous pourrez y aller et regarder cela. Et donc, comme le disait Benoît, euh, là, on va pouvoir prendre les questions-réponses pour ceux qui sont en direct et pour ceux qui ne le regarderaient en replay. Bah, écoutez, vous avez l'adresse de contact. N'hésitez pas à l'utiliser, nous faire remonter des témoignages, nous faire remonter des questions, des problématiques. On est là aussi pour les entendre. Et je laisse la parole à Benoît pour conclure cet échange. Bien, ben, merci. En tout cas, j'espère que cette présentation vous aura été utile. Ce n'est qu'une équipe de négociateurs hein, que vous avez ici devant vous va maintenant œuvrer pour faire en sorte que le nouveau dispositif soit plus adapté aux besoins que vous avez exprimés ou que vous pressentez. Nous vous tiendrons bien sûr au courant. Vous avez bien noté, j'insiste beaucoup là-dessus, que ces propositions vise à répondre aux besoins, mais elle se veut responsable. Hein. Nous sommes des partenaires sociaux. L'idée n'est pas de demander, excusez-moi, la lune. Il s'agit d'avoir un dispositif qui est financièrement aussi soutenable, réaliste, et puis qui tient compte aussi de l'organisation du travail et des besoins des organismes. Euh, il faut concilier la vie personnelle et la vie professionnelle. Donc, quelque part, il faut des compromis dans les deux cas. Donc, la vie professionnelle ne peut pas être non plus une variable d'ajustement permanente au regard de la vie personnelle, mais elle peut en tout cas donner quelques facilités
qui permettent aux agents de direction, comme à tous les salariés, bah, de pouvoir, si je puis dire, jongler entre tous ces impératifs. Et l'enjeu est important parce que derrière cette question-là, c'est une question de préserver à la fois la santé de nos salariés qui peuvent être confrontés à ces sollicitations et de lutter contre tout risque de désinsertion professionnelle aussi. Donc, cette question des danses, ce qui apparaît, et j'aimerais par là, n'est pas une niche, n'est pas un petit sujet réservé à quelques personnes, mais c'est un sujet d'envergure qui va pratiquement concerner tout le monde, puisque nous avons tous des parents, des proches, qui sont susceptibles effectivement d'être confrontés à ce genre de situation. Et nous serions bien heureux d'avoir un dispositif adapté. Et si la sécurité sociale peut proposer à ces personnels un dispositif qui répond à leurs besoins, elle répondra pleinement à ces valeurs humanistes, qui sont celles qui ont présidé à sa création il y a de cela 80 ans. Nous sommes les héritiers de nos pères fondateurs et nous allons tâcher de continuer à sauvegarder cet héritage et à le préserver à travers cet accord. Au revoir. Tu stoppes l'enregistrement?